C'est désormais un marronnier dans tous les journaux qui veulent parler d'économie. Quand sera le futur choc pétrolier? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Samuel Furfari. Bonjour Samuel. Bonjour David et bonjour à tes auditeurs. Alors aujourd'hui, Samuel, je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que tu peux nous dire quand aura lieu le futur choc pétrolier? Bah, je pense vers 2110. À ce point-là? Ouais, vers Et 2000. est-ce que d'ici 2110, est-ce qu'on va pas vivre quand même des petits chocs pétroliers ou... Oui, on peut avoir des petites crises d'approvisionnement, des pointes de rupture d'approvisionnement à cause d'un événement particulier ici et là, mais on ne vivra plus ce qu'on a vécu dans les années 70. Euh, pour comprendre ça, il faut revenir justement à ce qui s'est passé dans les années 70. En 1966, il y a eu la guerre des 6 jours avec la conquête de Jérusalem-Est, que les Arabes n'ont pas digéré, bien entendu. En 1969, il y a M. Kadhafi qui a fait un coup d'État et il a pris le pouvoir. Le colonel Kadhafi et le colonel maréchal Hafnar ont pris le pouvoir en Libye. Et quand on fait un coup d'État, il faut que la population aille mieux. Et pour qu'elle aille mieux, il faut plus d'argent. Mhm. Et la Libye, la seule revenu qu'elle avait, c'était le pétrole. Donc Kadhafi a pris le prétexte qu'on doit damer le pion à Israël et on va utiliser pour ça l'arme du pétrole, comme ça je vais gagner un peu plus d'argent. Et il a convaincu tous les pays arabes de l'OPEP à augmenter le prix du pétrole et même à ne plus vendre du pétrole aux pays qui soutenaient Israël. Mhm. Évidemment, les pays qui soutenaient Israël, c'est-à-dire principalement les pays de l'OCDE, ont dit pas question, on ne peut pas abandonner, accepter ce chantage, on ne va pas abandonner Israël. Et donc il y a eu un choc pétrolier parce que pendant quelques mois, les pays arabes ont limité fortement la production, ou plutôt la vente de pétrole, et y compris interdit de vente de pétrole à certains pays. Et puis en 1978, il y a eu la crise en Iran avec l'arrivée de Khomeini. Et donc ça a été là un deuxième choc pétrolier, encore plus fort, celui-là, parce qu'en fait, grâce à ces deux chocs pétroliers, toutes les compagnies pétrolières ont été éjectées du Moyen-Orient. Et on s'est mis dans la tête, parce qu'on était en crise, ben, il n'y a plus de pétrole. Mhm. Il n'y a plus de pétrole. Et donc, on doit trouver des sources alternatives d'énergie. Et c'est de là que date la création des politiques en faveur des énergies renouvelables. On n'a pas inventé les renouvelables à cause du changement climatique. C'est bien plus vieux. C'est à cause des chocs pétroliers. Puisqu'il n'y a plus de pétrole, on a besoin d'autre chose et on développe des énergies alternatives, y compris les éoliennes et les panneaux solaires. Mhm. Mais ça, c'est tellement été traumatisant. On ne pouvait plus rouler le dimanche. On a eu des explosions de prix qui étaient autre chose que ce qu'on a vécu ces derniers temps. C'était vraiment terrible. Moi, j'étais étudiant à l'époque et je me souviens de l'impact que ça avait partout. Ouais. Ça, c'était tellement fort que c'est resté dans la tête de tout le monde Mhm. qu'il n'y a plus de pétrole. Et on répète qu'il n'y a plus de pétrole. Et encore aujourd'hui, on répète qu'il n'y a plus de pétrole. Mais ça date d'il y a 50 ans. En 50 ans, le monde a changé. Mhm. Le premier changement, c'est qu'on a développé la Convention du droit de la mer. Cette Convention du droit de la mer permet aux États qui ont une côte, aux États côtiers, d'étendre leur surface jusqu'à 200 000 marins, 300 kilomètres dans la mer. Et donc, 360 kilomètres. Et donc, ça permet aux États de dire, je vais aller en mer produire mon pétrole. Et ça change tout. Mhm. En plus, vous comprenez bien qu'en 50 ans, la technologie a complètement changé. On n'avait pas des technologies qu'on a aujourd'hui pour produire du pétrole. C'est pas parce que nous, on ne voit pas ce qui se passe dans le monde pétrolier qu'il n'y a pas une révolution technologique. Il y a une révolution technologique bien plus forte que celle qu'on voit tous les jours dans notre maison.
Et donc, tout ça fait que les réserves ne cessent d'augmenter. Et quand j'étais étudiant, on nous disait qu'il y avait 20 ans de pétrole. D'ailleurs, elle devait se terminer en 2000, parce qu'il n'y a plus de pétrole. Aujourd'hui, je dois enseigner à mes étudiants qu'il y a encore 55 ans de pétrole. Donc, Mhm. en 24 plus 55, ça fait 1979. Voilà, on n'est pas loin de 2110 que je vous disais tout à l'heure. Mais le fait est que les réserves sont dynamiques. Une réserve, ce n'est pas quelque chose de statique. La réserve, elle évolue en fonction de la technologie, elle évolue en fonction du prix. Plus le prix du pétrole va augmenter, plus les réserves vont augmenter, parce que les gens vont gagner de l'argent en exploitant autre chose. Donc, il faut éliminer de notre tête cette notion ridicule de la fin du pétrole. Mhm. Alors, d'après vous, donc on n'aura plus à affronter avant longtemps des chocs pétroliers. Pourtant, on aura quand même, on a toujours un risque de perturbations majeures pour l'approvisionnement, par exemple. Oui. Aujourd'hui, vu les forces en présence, quel serait l'impact immédiat et puis à long terme de perturbations d'approvisionnement? Le pétrole est surtout transporté par bateau, hein. Plus de 80% du pétrole est échangé sur les océans. Et il y a des endroits du globe qu'on appelle des choke points, des points chauds ou de choc, où les pétroliers sont, les tankers passent et pourrait y avoir des tensions si on devait avoir un accident ou bien du piratage ou bien un acte militaire. Prenons le cas du détroit d'Ormuz, entre la péninsule arabique et l'Iran. C'est très étroit, et la marine militaire américaine, la cinquième flotte américaine, navigue là pour protéger cet endroit. Parce que c'est vrai que s'il devait y avoir un blocage iranien, il n'y a qu'eux qui peuvent le bloquer. Les Arabes ne le feront pas, ils n'ont pas intérêt. Si les Iraniens devaient faire un blocage, ben forcément, il y aurait du jour au lendemain une pénurie de pétrole dans le monde, mais ce n'est pas une pénurie qui durerait. Il faudrait le temps de déblayer ces bateaux qui bloquent. Et c'est pour ça qu'il y a la mer, la cinquième flotte américaine, c'est pour empêcher ce blocage. Puis les Iraniens peuvent mal de le faire parce que les premiers qui seraient pénalisés, ce sont les Chinois. Parce que le pétrole du Moyen-Orient coule à l'est. Avant, il coulait à l'ouest lors des chocs pétroliers. Mais depuis lors, le pétrole coule à l'est. Ce n'est pas nous qui importons du pétrole arabe, c'est marginal. Donc, ce sont les pays d'Asie qui sont les principaux importateurs. Et donc, les Iraniens n'ont pas intérêt à se mettre les Chinois à dos. Donc, voilà, c'est peu probable qu'il y ait quelque chose là-bas, mais de toute façon, les Américains veillent. Puis, il y a le passage aussi de Bab el-Mandeb entre l'Afrique et la péninsule arabique, où il y a les outils. Les outils, là, sont là pour perturber. Et bien sûr, ils perturbent. Mais il y a quelques jours, les Américains ont encore bombardé là-bas. Euh, je crois que les outils ont intérêt à se calmer parce que avec l'arrivée de M. Trump, on ne va plus rigoler. Et voilà, c'est un endroit qui ça fait perdre de l'argent aux Égyptiens. Parce Mhm. que les bateaux doivent faire le tour de l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez. Donc, c'est surtout les Égyptiens qui perdent et peut-être un peu plus d'argent qui doit être dépensé pour transporter le pétrole. Mais comme je le disais, il va surtout à l'est et pas à l'ouest. Et puis, il y Du a coup, si, aussi, si le pétrole d'aujourd'hui coule beaucoup à l'est de ce que vous dites, d'où vient le pétrole dont nous avons besoin à nos pompes? ben, il vient d'un peu partout. Il venait de Russie. Beaucoup, beaucoup venaient de Russie par des conduites qui passaient par l'Ukraine et la Pologne. Euh, et puis, il y en a qui vient des États-Unis, il y en a qui vient de Norvège, qui vient d'Afrique. Donc, c'est un produit qui est abondant dans le monde. Et donc, il y a beaucoup de vendeurs de pétrole dans le monde. Beaucoup. Mhm. Ça vient aussi
des pays d'Asie centrale. Donc, il y a pas de problème. Ça vient de l'Égypte aussi, enfin, à travers le canal de Suez. Mmh. Donc, il n'y a pas de problème de pétrole, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Du coup C'est comme un produit banal, vous l'achetez n'importe où. mmh. Du coup, si je comprends bien, vu les points de blocage possibles, c'est presque les Chinois qui s'inquiètent plus de ces perturbations, de navales Oui, que oui, que les Européens? oui, oui, oui. Il y a un autre endroit entre la Malaisie et la Thaïlande, avec un passage très étroit. Le nom m'échappe maintenant, je m'excuse. Euh, et là, il y avait beaucoup de piraterie dans le temps. Maintenant, c'est un peu rentré dans l'ordre. Donc, ce sont des passages obligés par où il faut passer. Euh, il y a aussi le passage des Dardanelles, qui est un passage chaud. Donc voilà, il y a quelques passages, mais bon, la marine, les marines militaires surveillent tout ça. Mmh. Vous avez parlé du fait qu'il y en avait de plus en plus un peu partout, du pétrole. Justement, dans les nouveaux producteurs, on a les USA. J'ai entendu, le nouveau président Trump, le jour de sa victoire, hem, claironner à qui voulait l'entendre que les États-Unis étaient désormais le pays qui avait le plus de pétrole. Est-ce que c'est une réalité ou c'est juste l'élan d'un homme qui est enthousiaste à cause de sa victoire électorale? Alors, ce qui est vrai, c'est que les États-Unis sont les premiers producteurs de pétrole aujourd'hui. Qu'ils aient plus de réserves que les autres, ça reste à démontrer. Ce n'est pas vrai pour l'instant, parce qu'on ne sait pas combien de pétrole de schiste il y a. Les pétroles conventionnels, on connaît à peu près les réserves qu'il y a. Je vous ai dit 55 ans aujourd'hui. Mais ce chiffre est stable depuis longtemps, hein. On consomme, mais on en trouve. Euh, Tandis qu'aux États-Unis, il y a eu une révolution en 2008, qui est la révolution du gaz et du pétrole de schiste, qui en fait s'appelle normalement du pétrole et gaz de roche-mère. C'est très important à faire la, à bien nommer les choses, hein. Euh, le- pour des raisons qui relèvent de la première question. Je ne vais pas m'étendre, mais quand on sait que ce pétrole s'appelle Rochemer, ce que je disais sur la première question renvoie les réserves à 2200. Euh, et donc, la révolution de 2008 a été de découvrir comment produire ce pétrole de schiste que l'on connaissait, mais on n'avait pas la technologie pour le faire. Un autre jour, si vous voulez, on peut expliquer comment ça se fait, pourquoi c'est un œuf de colon. Hein, vous connaissez l'expression l'œuf de colon? Voilà, oui, une fois qu'on l'a trouvé, ah bah oui, il fallait y penser. Voilà. Et donc, il y a certains pétroliers y ont pensé et ont découvert cette nouvelle technologie, ce qui fait que le boom a été en 2008. Monsieur Obama est arrivé en 2009. Et il n'a pas interdit tout cela parce que c'était vraiment une belle opportunité pour les États-Unis d'augmenter de plus en plus la production de pétrole et de gaz avec une rapidité jamais vue dans l'Union européenne. Les écologistes sont parvenus à interdire qu'on parle même de cela. Et donc, c'est très surprenant, mais vers 2013-2014, on a interdit l'exploration de ce type de gaz en Europe. Interdit. Mais les États-Unis ont continué. Monsieur Biden avait dit lors de l'élection précédente qu'il allait essayer de limiter l'exploitation de pétrole en général, sans trop insister si c'était schiste ou pas schiste. Mais bon, finalement, il n'a pas fait grand-chose parce que on ne peut pas interdire la production d'un produit qui libère euh, les États-Unis de toutes ces contraintes. Et donc, M. Trump, lui qui avoue être en faveur du pétrole, du charbon et du gaz, bah, il a le champ libre pour dire, bah ouais, moi je vais faire beaucoup plus que tous mes prédécesseurs, je vais faciliter l'exploration du pétrole, du gaz, de pétrole et de schiste. Là, pour la petite anecdote, c'est quand même incroyable que le pays qui importe le plus de gaz de schiste, c'est la France. France qui a interdit, M. Hollande avait interdit l'exploration, même de savoir s'il y en a. M. Hollande s'est opposé à ça, l'a interdit et c'est toujours interdit.
Mais la France est le premier pays qui achète du gaz de schiste aux États-Unis. Hmm. Il y a un autre sujet sur le pétrole que j'aurais voulu aborder avec vous, c'est... Alors moi je suis jeune, j'ai bientôt 40 ans, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, mais il me semble avoir compris quelque chose, c'est que euh, Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ont tous les deux vu leur fin de règne. Certains diraient que c'est plus ou moins lié au fait qu'ils ne seraient pas étrangers. Leur fin de règne ne serait pas étranger au fait qu'ils aient décidé d'arrêter de vendre leur pétrole uniquement en dollars. Et on a vu ces derniers mois l'Arabie Saoudite qui avait décidé de suivre le même chemin et d'arrêter de vendre son pétrole uniquement en dollars. Est-ce que MBS, Mohamed Ben Salman, doit s'inquiéter pour la vie de son État en ayant pris une telle décision? Non, je crois que c'est une... euh, Saddam Hussein et Kadhafi ont fini mal pour d'autres raisons et pas à cause du dollar. En 2000, dans le livre vert sur la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, il y avait tout un paragraphe sur la nécessité d'établir une monnaie pour la vente du pétrole, un panier de monnaie. L'idée était de créer une monnaie artificielle avec X% de dollars, X% du rouble, etc., pour que on ne soit plus dépendant des aléas du prix du dollar. Le dollar monte et descend trop souvent, et donc on s'était dit on va avoir un prix stable. Donc, vous voyez, c'était même l'Union européenne qui avait proposé de se passer du dollar. Maintenant, ça revient fortement à la mode à cause des BRICS, l'association de 5 pays qui ont été rejoints cette année, le 1er janvier par 5 autres pays, dont l'Arabie saoudite. Et leur but, c'est de créer une entité qui soit suffisamment souple, rien à voir avec l'Union européenne, par exemple, pas d'institution. Hein. Ce sont des relations internationales, mais pas des institutions. Mais pour essayer d'avoir une position commune sur le multilatéralisme. L'idée est de dire, ben, pourquoi faudrait-il que les États-Unis soient les seuls à commander le monde avec leurs copains de l'Union européenne? Et donc, l'idée était de résister à ce multilatéralisme et les 5 pays ont été rejoints par l'Iran et l'Arabie saoudite. Et comme la Russie est dedans aussi, ils possèdent en fait 40% du pétrole. En possédant 40% du pétrole, ben, ils ont un poids énorme. Mais la volonté aussi de ces pays est de dire on veut créer une autre monnaie que le dollar. Pas seulement pour le pétrole, pas pour le pétrole, c'est pour l'ensemble du commerce international. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Parce que, par exemple, si vous prenez l'Argentine, elle était, avant l'élection de M. Milei, l'Argentine devait rentrer dans les BRICS. Il avait été décidé que l'Argentine allait rentrer dans les BRICS. Et puis, quand M. Milei est arrivé au pouvoir, il a dit non, je ne rentre pas avec les BRICS parce que vous voulez attaquer le dollar. Et moi, au contraire, je voudrais imposer le dollar dans mon pays comme monnaie au lieu d'avoir le pesos. Donc, vous voyez, cette question est fort, fort compliquée. Détrôner le dollar, c'est un rêve qui existe depuis très longtemps. Je ne crois pas que ça soit nécessaire de supprimer des gens pour s'opposer à ce contrôle des États-Unis sur l'économie mondiale. C'est pas suffisant comme argument. Très bien. Ce que je retiens de notre discussion, c'est que le pétrole, on n'a pas fini d'en parler. Alors je vous dis à la prochaine pour aborder un autre sujet de géopolitique. Merci beaucoup. Merci à vous.